Antenne 2 et Philips vous présentent Le Bar de la Plage, l'émission d'été de Thierry Ardisson. Le vieux piano de la plage ne joue qu'en sol, qu'en solitude. Le vieux piano de la plage a des clients dont l'habitude est de danser le samedi et le dimanche, les autres jours seuls sur les planches, devant la mer qui se souvient, il rêve sans fin. Et c'est alors que je sors tout courbattu de ma cachette, et que soudain dehors, tremblante, émue, devant lui je m'arrête. Et c'est inouï tout ce que je retrouve, comme cette musique jolie mais pour me fait du mal, me fait du bien, je n'en sais trop rien. Adieu, bonsoir, adieu, bienvenue au Bar de la Plage, avec Catherine Lara, les vacances de son enfance plus confidence. Michel Delpech, à la pêche, au souvenir. Celui qui s'est fait pessuguer par le garde-chasse de Bormes. La plage à la page, Berkoff, ivre de livres. Baffy en gendarme de Saint-Tropez, permis à point, dans la gueule. Ou comment les mecs essaient de coucher en caméra cachée. Et le barman Nercessian, celui qui ne l'ouvre qu'à bon escient. Voici le Bar de la Plage. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships land, and I'm watching roll away again. Ooh, I'm just sitting at the dock of the bay, watching time roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wishing I'll let my home in Georgia, headed from the Frisco Bay. Then I'm nothing to live for. Look like nothing gonna change my way. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, watching time. Ce soir, gagnez une Télébook Philips. Répondez en tapant 3615 code A2 à la question suivante. À quel festival pop a assisté Michel Delpech? C'est incroyable, Jackie. Vous jouez du violon maintenant. C'est pas sérieux, Jackie. Les vrais violonistes font courir leurs doigts sur le manche. Vous ne jouez qu'une note. Toujours la même. C'est parce qu'eux, ils cherchent, monsieur. Alors que moi, j'ai trouvé. Alors, Catherine Lara, bonsoir. Alors, tu n'aimes pas beaucoup parler des vacances de ta petite enfance parce que tu étais malade. Tu as une maladie. Tu avais quoi comme maladie? Écoute, je ne sais pas si c'est le prix à payer pour avoir la belle vie que j'ai eue ensuite. Ouais. Mais il est vrai que, bon, entre 3 ans et 5 ans, j'étais une petite fille malade avec une paralysie du voile du palais, pour une chanteuse un peu bizarre. Donc tu as commencé par avoir une maladie de la voix. Par avoir pas de voix du tout, quoi. Ouais. Et puis un peu handicapée, quoi, en général, toute gonflée, bizarre, une maladie, je crois qu'elle était plus ou moins une carence en vitamine E.
Il a fallu, mon père est allé trouver, mon père était tout bien, il est allé trouver un copain qui a été piqué des médicaments chez Ron Poulenc. Enfin, c'était une grande histoire dans la famille. Et alors après, il y a une période qui est plus drôle, mais à l'époque, tu l'as vécu vraiment mal. C'est toute l'époque où tes parents, pour aller en vacances, il y avait des traversées culturelles de la France, alors tu étais dans la bagnole. C'est quoi comme bagnole? C'était genre de traction. Ouais. Les belles d'ailleurs. Ouais, les belles. Traction. Avec ma sœur, mes 2 frères, bien entassés derrière, à faire les églises, toutes les églises de France, je les connais bien, et leurs carillons, le musée amusant. Tu étais derrière, entre les 2 autres enfants? Derrière, comme ça, toujours la gueule en avant, prête à prendre la bing qui allait tourner quand ma mère... Quand ta mère balançait, c'était pour toi? C'était pour moi. Alors, tes vrais souvenirs de vacances, en fait, ça commence vers quoi 11 ans, non, à peu près? 11 ans, voilà. 11 ans où on part en Picardie, là, on attaque les plages, les longues plages merveilleuses de Picardie où j'allais galoper à cheval et on était une bande de copains. Pour moi, c'est copains. C'est pas cousins, tout ça. J'étais un peu cheftaine de bande, à tendance. Et là, on était une équipe de 12 et on déconnait toute la journée, quoi. Alors, la maison, en plus, s'appelait la Petite Fugue. La Petite Fugue. Donc toi, qui étais quand même extrêmement fugueuse. Hein c'était un lieu prédestiné. Qu'est-ce que tu faisais comme fugue? Tu te cassais le matin, tu revenais pas jusqu'au soir, c'est ça, non? Puis le soir, c'était permission, moi, en plus génération, bouclage quand même. Permission 11 heures au grand maximum, là où tu commences enfin à emballer. Là, ton père arrive dans la boîte pour dire on rentre, c'est fini. Et tu étais chef de la bande en plus, non? Un peu chef-tête de bande, à tendance. Et les mecs étaient très voyous quand même, non? Les mecs étaient voyous. Ah oui, moi j'aimais bien les voyous. Les loupards? Les loupards à moto. La moto était très intéressante aussi. Au moins autant que le loupard. Alors tu piquais des disques hein, quand même, non? Non, pas moi. Mais enfin, bon, je me suis trouvé embarqué avec un loupard qui m'emmène dans un mammouth quelconque de l'époque, qui s'appelait La Ruche d'ailleurs, parce que j'allais à Fort-Mahon. La Ruche Picarde? La Ruche Picarde. Fort-Mahon, son avenue, sa plage, son casino, etc. Et un jour, il m'a embarqué dans une boutique. Je l'ai vu avec des disques sous le bras. Je me dis, je crois qu'il y a un problème. Ça ne va pas être à nous, ça. Puis on est parti en courant. Je me suis trouvé embarqué. Je rentre chez moi discrètement. Et 2 heures plus tard, on frappe. Bonjour, docteur. Nous venons, c'est pour un vol de disques de filles. Et... Qu'est-ce qui t'a fait, ton père, le toubib? Peut-être que, je sais pas, je dois avoir reçu ma petite baffe. C'est pas impossible. Ton bar de la plage, c'était lequel? Mon bar de la plage, c'était chez Demachy. Chez Demachy, où? Demachy, c'était près de la baie de Loti. Et c'était le genre de troquet en fumée. On jouait au 7-14-21. C'est quoi le 7-14-21? C'était le premier commande, le deuxième consomme et le troisième paye. Ah bon? Ça pouvait durer longtemps alors? Vous rentriez ruché, c'est le cas de le dire. Tu te souviens de tes amours de vacances? Ben, c'était assez multiple. Je avais changé beaucoup, quoi. Ah bon? Oui. Plutôt des mignons petits gosses, ah bon? Beaux petits gars, et souvent, et plusieurs. Ton premier baiser, tu t'en souviens? Oui. C'était quand? Comment? Ça me plaisait pas tellement. Ah bon? C'est le coup de la langue qui te dégoûtait? C'est le coup de la langue qui était un peu... Je disais, c'est peut-être pas indispensable, la langue, quoi. On verra plus tard, ou je sais pas. Ça m'a pas affolé, quoi. Plus tard, je préférais, quoi. Je repense à la définition du flirt, c'est la main dans le machin dans la main, mais jamais le machin dans le machin, c'est ça. Donc j'ai vécu ça jusqu'à 21 ans, c'est long. Vous arrivez où? Ici, à Saint-Tropez? Ouais, je suis de Paris, 3e arrondissement. 3e, c'est pas vrai. Ouais. Moi, je suis pas de Paris, mais je suis de Saint-Germain-en-Laye. Ah bon? C'est vrai? Tu t'installes ici? À la ville avec... Avec Saint-Trope, un commissariat ici. Au commissariat. Je dois rester ici, alors c'est pas très marrant. J'ai repéré, je trouve très charmant. Ah bah c'est super, t'es gentil. Ouais. T'es gentil. Mais moi, écoute, je m'en vais, c'est dommage, sinon mais je vais revenir, hein. Ah bon? Ah ouais. Quand est-ce? Bah écoute, je vais à Aix-en-Provence, un jour je descends, je fais une propriété là dans les pages, puis je vais repasser. Vous êtes toujours comme ça avec les femmes flics? Non, c'est la première fois que je suis comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup des femmes flics. Ah bon, c'est pour ça. Il n'y en a pas beaucoup. Et votre femme arrive quand? Bah écoute, elle est partie. Dans 5 minutes? Ah ouais. Ouais. Sinon, et si c'est 10 minutes? On a le temps, si c'est 10 minutes? Ouais. Et qu'est-ce que vous voudriez faire en 10 minutes? Alors, je t'emmène dans la voiture, on va faire un tour et on revient. Je te dépose ailleurs. Non, allez, c'est pas con, parce qu'après je vais vouloir partir. Vous avez déjà touché un signe de flic? Ça porte bonheur? Ouais, surtout sur le sein gauche. Il n'y a pas de soutien-gorge en plus. Si, mais tout petit. J'adore. Ah bon? Toi aussi? Ah oui.
Faites attention, parce que je crois qu'on est repéré quand même. Hein. Par qui? Bah, il y a le commissariat qui est là. Tiens, la femme, ma femme. C'est vrai? Ouais. Bon, bah alors je vais... Je vous demande vos papiers. Non, non, pas du tout. Je vais demander vos papiers. Tiens, regarde. Je vais dire que tout est en règle et tout va bien. On va pas rien regarder, on va pas vous faire un contrôle. Ouais. Non, mais ça aurait été une bonne soirée. Bah oui, ça aurait été une bonne soirée. Jamais à Paris, mon mari ne converse avec une personne. Vous voyez qu'en fin de compte, elle a raison dans ce qu'elle dit. Que je drague, c'est pas vrai, mais que vous soyez belle... Moi, vous êtes bien jolie pour être dans cette profession. Oh bah quoi? Non, mais en général, elles sont pas belles, elles sont pas terribles. Non, c'est vrai. Oh bah chérie, vous êtes bien jolie. Bah c'est gentil, madame. Vous êtes bien jeune. Oh bah... Et tu vois, elle est police nationale. Hein. Votre mari est très sympa et tout est en règle, donc tout va bien. Lui, il est gentil en plus avec tout le monde, c'est vrai. Une bonne nature. C'est un bon mari. C'est un bon monsieur. Alors t'as trouvé ce que tu voulais pour nos chérie, amis, pour oui, tes amis? j'ai pris une part de tarte tropézienne pour mamie pour qu'elle goûte quand même. Elle adore tellement les tartes. Bon, ouais. Chez Sénéca, elles sont succulentes. Elle est parisienne, tu sais. Cette, Ah bon elle est là depuis 2-3 jours, elle connaît rien je viens encore. d'arriver, je suis stagiaire, ouais. Vous allez rester combien de temps? Bah tout l'été. Tout l'été. C'est bien, c'est sympa. Alors c'est vous qui allez retirer, qui allez mettre des points en moins au permis de conduire? Ah, j'y compte bien, ouais. Ouais, elle compte bien. Bon, ben je vous retiens pas. Ben au revoir, faites un bon voyage. Ah bah chérie, je te laisse sortir. Alors Catherine, au mois de novembre, donc, le Châtelet, avec combien de musiciens sur scène? L'orchestre symphonique Orchestra, qui se compose de 40 musiciens, et je les mets sur scène. Ouais. Parce que j'ai été musicienne de faux orchestre, et on souffre de ça. Et je pense que c'est dommage de s'offrir 40 musiciens et de les mettre dans une fosse. Ouais. Tu les mets en pleine lumière. Quoi. Alors je vais les mettre dans une vraie, et je vais les mettre sur scène. Ouais. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle Sand et les Romantiques, c'est une évocation de la vie de George Sand, qui était une femme géniale. Alors, tu sais que les gens ne manqueront pas de jaser sur le fait que tu t'intéresses à George Sand quand même, non? Jaser pourquoi? Bah parce que tu as déclaré chez Denisot, chez Michel Denisot. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, Denisot t'a demandé quand vous voyez... Qu'est-ce que vous regardez d'abord chez un homme, voilà. Exactement. Et tu as répondu sa femme. C'est drôle, non? C'est excellent. C'est une parce des que meilleures répliques que j'ai entendues depuis longtemps. C'est vrai en plus. Pour voir un peu, quand on regarde un homme, quand on veut le connaître mieux, on peut regarder sa femme. Puis on peut aussi regarder sa femme parce qu'elle est belle et qu'on a envie de la regarder. Donc pourquoi pas? Donc maintenant, enfin je veux dire, c'est pas grave, mais tu avoues que tu aimes bien les femmes, quoi. J'aime bien les êtres. Mais je crois qu'il faut pas se cacher, il faut pas avoir de tabou, il faut pas... Il faut vivre ça avec le sourire. Moi, les gens m'attirent. Il y a des hommes que je trouve intéressants, il y a des femmes que je trouve intéressantes. J'ai aucune frontière ni dans ma sensualité, ni dans mes amours. Certaines personnes assument leurs fantasmes et d'autres pas. Voilà. Moi, je fais partie des gens qui essaient de les assumer. Ça évite l'aigreur. Tu as l'air de bien t'emporter. Ça évite d'être crispé. Ça a l'air de te faire du bien. Oui, ça me fait beaucoup de bien. Oui. Tu as pris conscience à quel âge que tu aimais aussi les femmes? Mais toute petite, moi. Ah bon? Oui. J'avais quel âge? J'avais 3 ans, 4 ans. Ah bon? Toute petite. Je restais comme ça. Puis j'étais fascinée par les gens. Et au début, ça t'a culpabilisé? Tu disais... Jamais. Non. Mais du tout. Même toute petite, tu t'es jamais dit, c'est bizarre, je suis attirée par les femmes, non? Non, parce que j'ai toujours aimé ce qui était un peu interdit. Et que c'était le côté belle aventure. Et aujourd'hui, alors? Je veux dire, tu fréquentes des hommes, des femmes ou seulement des femmes? Il est vrai qu'il y a des gens à qui je fais la cour et d'autres à qui je fais le jardin. Ça dépend des fois. Tu me ferais la cour ou le jardin, moi? Ça dépend. Hein? Oh, la cour, la cour. Et alors, George Sand, dans tout ça, comment elle vivait ça, George Sand, elle? George Sand est principalement une femme à homme. C'est une femme qui a aimé les hommes toute sa vie et qui a eu quelques attirances pour une Marie Dorval, par exemple, qui était une comédienne qui était un petit peu, si tu veux, la Gianni de l'époque. Marie Dagut, enfin, il y a eu quelques femmes comme ça dans sa vie, mais je crois que c'était... Elle a vécu ses attirances et ses amours le plus honnêtement possible. C'est une femme très honnête, qui a vécu sa vie affective, sa vie d'écrivain, je trouve. C'est un exemple pour moi. Alors imagine qu'aujourd'hui, il y a une jeune fille qui regarde cette émission et qui est jeune, qui ne sait pas, qui est dans un milieu un peu hostile à tout ça, et qui soit tentée par les femmes. Tu lui dirais quoi?
Non, il faut vivre les expériences qu'on a envie de vivre. Il faut surtout vivre les choses avec le cœur, pas avec le cul, si je peux me permettre, vulgairement. Comment vous faites, vous, monsieur, avec les femmes? Je sais pas, elle est partie. Moi, elle est jamais venue. Alors, je fais tout seul. Vous vous racontez des histoires. Oui. C'est comme celle de Paf le chien, vous connaissez? Non, pas du tout. C'est un chien qui traverse une rue, une voiture arrive et paf le chien. Je vous avais prévenu, je n'ai pas d'humour, monsieur. Bonsoir, Joe. Salut. Ça va? Ça va, Thierry? Alors, tu t'appelles comment? Joe Allègre? Joe Allègre. Ouais. Et tu es d'où? Bormes-les-Mimosas. Ah. Et qu'est-ce que tu fais à Bormes? À Bormes, je suis un retraité. Ouais. Et avant de prendre la retraite, qu'est-ce que tu as fait? Ah, ben avant, j'étais dans le bâtiment. Ouais. Tu as une entreprise? Ouais. C'est toi qui as fait toutes les villas qu'il y a dans les collines de Bormes? Non. Mais j'en ai fait pas mal. Ouais. C'était de 55 à 75, ça a été bonne époque. Très bonne. Ouais. Et depuis que tu as pris la retraite, qu'est-ce que tu fais? Ah ben là, alors là, j'ai vraiment une vie de rêve. Hein. Les champignons, la pêche, les boules, la contrée. C'est quoi la contrée? La quenche, quoi. C'est quoi la quenche? La quenche. Enfin, tu sais pas ce que c'est la quenche? Par exemple, le piccolo. C'est quoi? La manille. Ah! Les cartes? Non, mais oui, les cartes, oui, naturellement. La manille, enfin, quand même. Tu chasses un peu aussi, non? Ah, oui, ça. Je chasse. Tu chasses quoi? Je chasse de tout. Sanglier? Sanglier, attention, hein. Ne m'amène pas sur un terrain glissant, hein, parce que j'ai eu des problèmes, hein. Pourquoi? C'est interdit de chasser le sanglier? Non, c'est pas interdit. Ouais. Mais enfin, moi, je l'ai chassé
un peu interdit. Ouais. Et je me suis fait pessuguer. Ah. Et ouais, et j'ai casqué. Tu t'es fait pessuguer? Ouais. Enfin, je me suis fait attraper par les gardes. Et t'as casqué combien? On ne s'est pas compris. Combien? Ouais. C'est cher? Eh ben, à l'époque, nous étions deux. Et ça nous a coûté 5 000 francs chacun. C'est pas mal. Il y a 6 ou 7 ans. Et je te dis pas le nom du garde parce que je lui aime. Mais s'il me voit à la télé, il se rappellera de moi. Mais tu es chassé comment, les sangliers? Mais je le chassais. Un sanglier, il a sa défense et moi, il attaque. Et à la place de poursuivre le sanglier, c'est le garde qui va poursuivre moi. Et voilà. C'était un peu de la légitime défense pour toi, finalement. Ouais, mais c'est lui qui a gagné. Et c'est moi qui ai casqué. C'est vrai qu'un jour, tu dis que tu nettoyais dans les châtaignes avec ta faux et puis que sans faire exprès, tu as décapité un sanglier. Tu n'avais pas fait exprès, oui, c'est vrai, Ouais. Et c'est devait être un sanglier sourd. Ouais. Il m'a pas entendu arriver et... Le pauvre. Ben, un peu cher. Tu mets des collets aussi? Ah non, non. Oh, là, attention. Ouais. Putain, c'est Bon Giovanni, il me voit là. J'y suis, hein. Putain, je m'allonge, c'est le collègue à mon ami, Bon Giovanni. Il se plaint de lui. Il a peur. Qu'est-ce que tu regrettes dans la vie d'avant, Joe? On faisait ce qu'on voulait. Ouais. Ce qu'on voulait. Par exemple? À voler, naturellement. Bien sûr. Ben, on faisait ce qu'on voulait. On mettait des lignes, on mettait des filets, on mettait des pièges, on mettait... Personne ne disait rien. Et tout le monde était à la même enseigne, quoi. Il n'y avait pas de garde à l'époque? Il n'y avait pas de garde-chasse? Non, mais ils faisaient comme nous. Ah Ils en mettaient autant que nous. C'est nous qu'on aurait pu faire des procès. Ben, on ne faisait pas, parce que nous, on était honnêtes. Mais maintenant, c'est fini, ça. Maintenant... Non, maintenant, c'est eux qui le font. C'est pas pareil. Et les Parisiens, quand tu les vois arriver, t'en penses quoi? Moi, je les adore. Bah oui, après l'argent que tu leur as pris, tu me diras, c'est normal, parce que t'as que le certificat d'études, mais les devis, Mais tu les as bien empégués, les Parisiens. Non, pas les Parisiens. J'ai empégué des Belges, des Allemands. Les devis, tu sais les faire, il paraît. Ah ouais. Je suis très bien compté là-dessus. Et c'est vrai que quand les Parisiens arrivent, tu les bisutes, tu leur fais un bisutage? Non. Oh, bon, ils faisaient des petites conneries, la bouillabaisse, le coup du bouchon. Ah, c'est quoi la bouillabaisse avec le sel, c'est ça, non? On fait une bouillabaisse normale. On prend une louche de bouillon, on y met du poivre, du sel en pagaille. On y fait goûter, et eux, ça s'y arrache la gueule, c'est normal, quoi. Alors après, on prend un bouchon, on met dedans. Et soi-disant, le bouchon, on pompe tout le sel, tout le poivre. Et les feux, quand il y a eu les feux, qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu allais aider? Quand il y a le feu, je m'en vais. Ah bon? Non. Il y a eu déjà, malheureusement, 3 victimes à Bormes. Moi, à 64 ans, j'estime que qu'est-ce que je vais faire dans un feu? Je vais encore mourir moi. J'ai encore 30 ou 40 ans à vivre tranquille. Je vais aller me faire brûler. Non, il y a des jeunes pour faire ça, il y a des pompiers. Moi, je ne m'en occupe pas de ça. La forêt, de toute façon, c'est que des argilades, des messugues. Alors, ça brûle, et l'année d'après, ça repousse tout. C'est pas vrai, ça, les chênes et les châtaigniers. Les messugues, moi. Pas des chênes. Le chêne, il repart, il n'y a que le pain qui est foutu. Le pain, lui, ça ne sort pas. Jamais. Jamais. Lui, c'est tout. Mais c'est pas beau quand on passe là-haut au-dessus de Bormes, quand même, non? C'est pas beau. Ça te fait pas peine quand tu vois ça? Oui, énormément. Énormément, ça fait de la peine, mais ça, c'est toujours pareil. Quand il y a des inondations, ça fait pas de la peine. Si. C'est pareil. Tu chantes en provençal? Tu vas me chanter quelque chose en provençal? Ça me ferait tellement plaisir. Écoute-moi, ma charmante Clarisse, cultivure mi donnes la journisse, vegem perché oggi marches goie, arrancare li suoi borda d'encioie, ti faces pas se ti diu tout d'accord, si es méprisado, tu ti fiches d'accord, cultivure, promena le soir, et bien, les garçons marrent de quoi? L'autre jour, écouta vers la musique, avier l'air d'évoquer faille les reliques, avier me tout salé corsage, semblave un bédon pèlerinage, arrange-ti, faille-ti belle tournure, et disgrâce timpo la figure, car c'est toujours sale comme un piou, veitin, veitir à le cul.
Allez, riche en tes bois, on ne vit qu'une fois. Vous avez l'air songeur, Jackie. Quand j'étais jeune, monsieur, j'habitais chez Laurette. Ah! J'apprends enfin quelque chose sur votre passé, Jackie. Malgré toute l'affection que j'ai pour elle, je tiens à vous dire, monsieur, que c'était pas bien, que c'était pas chouette quand j'étais chez Laurette. Pourquoi? Parce qu'il n'y en avait que pour lui, monsieur. White is white, vive la Donovan, c'est comme un soleil dans le gris du ciel. White is white, hippie, 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 hippie. Ils sont arrivés dans l'île nue, sans un bagage et les pieds nus, comme un cyclone inattendu. Comme une fleur avant la saison, comme une pluie de papillons à laquelle on n'a jamais cru. White is white, Dylan is Dylan. White is white, viva Donovan, c'est comme un soleil dans le gris du ciel. White is white, hippie, 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 hippie. Toi qui as voulu t'emprisonner, as-tu le droit de condamner celui qui cherche à s'évader? Chacun mène sa vie comme il veut, tu ne peux plus baisser les yeux, car aussi vrai que tu es né. White is white, Dylan is Dylan. White is white, viva Donovan, c'est comme un soleil dans le gris du ciel. White is white, hippie, 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 hippie. Alors Michel Delpech, bonsoir. Alors White is White, c'était en quelle année? 70. C'est une chanson qui Bah date oui, un peu au bon sens du terme, mais elle date. Elle date complètement parce que, bon, elle raconte un événement ponctuel. Ouais. Donc, mais enfin, bon, elle a eu tellement de succès que même si je la chante aujourd'hui, ça passe quand même. Ouais. On se replonge dans l'époque et puis voilà. Ouais. Tu y étais allé à l'île de White? Non. Jamais? Non, je suis allé au festival de Bougie en suivant parce que bon, quand j'ai fait cette chanson, il a fallu quand même que je m'enseigne pour savoir ce que c'était vraiment que le festival pop. Donc je suis allé en suivant dans un autre festival qui s'appelait à Mougy, voilà, qui était sous la pluie. C'était un échec complet. C'était 3 jours de boue et d'emmerde. Ouais, exactement. Tu en as vendu combien de ce disque? Je n'en sais rien. Tu sais pas? On m'a dit 1 million. Ah ouais? Peut-être que c'était un peu plus. Peut-être que c'était plus, on te l'a pas dit. Alors avant, tu faisais quoi? Tu as été découvert par qui d'abord? Parce qu'il y a 2 versions de la chose. Tu as chanté à une fête de lycée à la fin de l'année. Oui, c'est ça. Et alors il y a 2 versions. Il y en a une, c'est 2 pions qui t'ont vu chanter, qui sont allés faire le tour des maisons de disques à Paris. Et puis il y en a une autre où il y avait un directeur artistique dans la salle. C'est laquelle la bonne version? Non, la première version est la bonne. Ouais, c'est des pions qui ont pris le... C'est des pions qui étaient au lycée dans lequel j'étais, bien sûr. À Pontoise? À Pontoise, oui, et qui m'ont... qui adoraient les chansons, qui étaient fans de Gainsbourg, tout ça à l'époque, et qui m'ont piloté un petit peu. Ils m'ont emmené dans une maison de disques, Vogue, qui vient de disparaître. Alors ton premier tube, c'était chez Laurette. Oui. Donc à l'époque de White is White, tu avais fait chez Laurette, tu avais fait quoi d'autre? Inventaire 66 aussi. Ouais, ça avait été 2 gros trucs, ça, quand même. Et White is White, c'était le 3e, c'est ça? Je crois, oui.
Alors, à l'époque, tu étais le prototype quand même du chanteur ambitieux. Hein. C'est toi-même qui le reconnais d'ailleurs, parce que, en fait, la notoriété, c'était quand même ton ambition principale. Tu voulais être connu, quoi, non? Oui, c'était ma motivation première. Ouais. Par exemple, tu étais gêné quand on ne te reconnaissait pas dans les lieux publics. Bah, j'étais pas gêné, mais j'étais furieux. T'étais furieux. Ouais. Quand tu signais les autographes et qu'il y avait un mec qui disait qui c'est celui-là, ça t'emmerdait, quoi, ça t'énervait. Ouais, c'est vrai. Le problème, c'est qu'en 71, ça commence à... Justement, tu as un peu le vertige de ton succès. Tu commences à flipper, tu dis une phrase, tu dis si je commence à être second, on va dire que je baisse, quoi. Donc à un moment, tu as eu le vertige, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as commencé à avoir peur que ça marche plus aussi bien après ces gros tubes? Oui, parce que quand on a un tube comme White is White, bon, on se demande un petit peu ce qui va se passer. Ouais. Surtout que la chanson était dans un style très différent de ce que j'avais fait jusqu'alors. Donc je ne savais pas quelle route il fallait prendre. Je commençais à cogiter, quoi. Ouais, tu voulais imposer ton style et tu voulais pas seulement faire des chansons cool, en plus, tu disais à l'époque. C'est-à-dire que tu voulais bâtir une carrière, tu voulais bâtir un vrai style, et toi, ce qu'on voulait, c'est que tu fasses des tubes qui se vendent. C'est-à-dire que White is White m'avait apparu, sur le moment, un petit peu comme un coup. Oui. Tu voulais être un vrai chanteur, quoi. Ouais. Pas une idole pour les minettes. J'aimais bien ça aussi. Ouais. Je voulais être tout, tout à la fois. Aujourd'hui, tu penses quoi du Delpech de l'époque? Il était un peu insupportable? Ouais. Je pense un peu ça, ouais. Je pense qu'il était un petit con, un peu. Ah bon? J'aime pas me regarder d'ailleurs, tu sais, quand on voit les documents. Ouais. Ça t'énerve, ça? J'aime pas trop, oui, parce que je vois tout, mais je vois ce qu'il y a dans mes yeux, je vois ce que je pensais à ce moment-là, et c'était pas toujours... Et puis les roues flaquettes et les chemises à fleurs, ça t'emmerdait, ça? Bah, ça m'emmerdait pas, puisque je les avais à l'époque, mais maintenant, ça m'emmerde quand je les vois. Bah, c'est-à-dire qu'il y a un petit aspect ridicule à être un peu mode, quoi. Et je trouve qu'à ce moment-là, j'étais un peu trop là-dedans. Alors en 1977, donc tu es toujours au top, puisque tu as quoi? Tu as Si j'étais chanteur, tu as le Loir-et-Cher, qui sont des morceaux quand même aussi énormes. Enfin, je veux dire, je vais pas te faire des compliments parce que c'est pas le genre de la maison. Mais enfin, quand même, je dois dire, c'est rare que je dise ça, mais c'est vrai que c'est des très très grands morceaux. Et à ce moment-là, tu commences à flipper. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il s'est passé que j'ai eu des problèmes importants dans la vie personnelle qui m'ont un petit peu déséquilibré. Et puis ça s'est conjugué avec des tas d'autres choses et j'ai passé un sale quart d'heure. Ouais. Mais c'est-à-dire, oui, tu as eu un problème, on peut le dire maintenant. Enfin, tu as eu des problèmes d'abord amoureux avec ta femme. Oui, j'ai eu des problèmes comme ça et qui ont été en plus... il y a eu plusieurs choses. Qui était la base. Oui, il y a eu ça. C'est-à-dire que tu étais marié avec une comédienne, c'était Chantal Simon. Vous étiez un couple uni. Vous étiez même un modèle dans le show business. Je sais pas si on était un modèle. Si. Enfin bon, on était tous les deux, quoi. Moi, je me souviens, il y a un truc qui m'avait choqué. Alors, je sais pas pourquoi vous l'aviez fait à l'époque. C'est qu'avec vos enfants, vous aviez posé nu dans Ici Paris. Ouais. Pourquoi tu avais fait ça? C'était le côté chanteur fou ou c'était quoi? Non, parce qu'on était vraiment comme ça à ce moment-là. On vivait comme ça un petit peu. Donc les photos qu'on faisait, elles ressemblaient à la vie que vous aviez. À la vie qu'on avait. Maintenant, quand tu me dis ça, ça me paraît insensé. Ouais. Alors donc, à ce moment-là, oui, effectivement, ta femme te quitte, ça te met mal, ce qu'on peut comprendre. Et puis, il y a d'autres problèmes. C'était quoi, ces autres problèmes? C'est-à-dire que je m'étais lancé dans une aventure spirituelle, un petit peu. J'avais abordé l'hindouisme, le bouddhisme, des choses comme ça. Ça m'avait pas tellement bien réussi. C'est ça qui m'a fait surtout beaucoup flipper. Alors, quand tu parles de cette époque, de flip, quoi, qui a duré pas mal d'années, tu dis que c'est une défaillance de la volonté qui vous emporte dans la tragédie. C'est-à-dire qu'à un moment, tu avais l'impression de vouloir te raccrocher à quelque chose et que tu ne trouvais rien, tu ne trouvais pas de point d'appui. J'avais l'impression d'être dans une espèce de damnation. C'est comme ça que je l'ai vécu. Puisque ça partait d'un problème, sentimental et spirituel essentiellement, tout se ramenait à ça, quoi. C'est-à-dire que lorsque j'étais en dessous du niveau de la mer, j'avais l'impression d'être damné, quoi. Un psychiatre ou un psychologue ou un psychanalyste, je sais pas, t'a dit à un moment, est-ce que c'est vrai ça, que ta seule chance de t'en sortir, c'était la lobotomie? C'est quand même terrible, des choses comme ça. C'était un barjot, Parce que j'ai fait quelques séjours dans des cliniques avec cure de sommeil et tout ça. Et j'étais dans une clinique de Saint-Brieuc à un certain moment, parce que j'avais dû abandonner une tournée que j'étais en train de faire. Et quand on est arrivé en Bretagne, ça a commencé à mal se passer. Je me suis donc retrouvé à Saint-Brieuc dans une clinique, et il y avait un mec qui était le directeur de la clinique, qui me regardait comme une espèce de cobaye, en fait. Il était très excité à l'idée d'avoir une personne connue et de pouvoir un peu manipuler tout ça. Alors il venait me voir dans ma chambre, et à un moment donné, il est venu, il me dit vous savez, de toute façon, vous ne pourrez jamais vivre une vie comme les autres. Non, c'est fini. C'est fini pour vous. Il faut dire que j'étais
très abîmé à ce moment-là. Ouais. Mais il m'a dit donc, je vous propose une chose, c'est une expérience qui va vous rendre bien, vous allez toujours bien après ça. Je vais vous faire je peux vous faire, si vous voulez, une lobotomie. Il m'a proposé. Intelligent, le mec. Mais dans ces moments-là, tu te disais pas, tu pensais pas aux gens qui t'aimaient, je veux dire, qui aimaient tes chansons, qui... Non. C'est ça qui est terrible, parce qu'en fait, bon, c'est vrai que tu avais perdu Si j'avais l'amour de ta femme. Si j'avais pensé à ça, j'aurais pas été malade, en fait. Ouais. J'aurais été simplement un peu déprimé, ce qui n'est pas du tout la même chose. La dépression nerveuse, telle que je l'ai vécue, c'est pas une petite déprime passagère et un spleen permanent. Oui, c'est une vraie maladie grave. Oui, c'est une descente aux enfers. Et tu dis d'ailleurs, quand tu parles de ça, tu dis, on projette quelque chose de douteux et les gens le sentent, et c'est malsain, ça. C'est très malsain. Ce qui était difficile, justement, c'est de retrouver, au fil des années, dans le regard des autres, normal. Qui commencent à te regarder normalement, qui commencent à te dire ce qu'ils pensent. Parce qu'avant, on me regardait avec ou méfiance, ou angoisse, ou avec commisération, quand j'étais au plus mal. Parce que dans le métier, ça se passait comment? Les gens le savaient, bien sûr. Dans le métier, ça se passait pas, parce que j'y étais plus dans le métier. Et ce qui est terrible, c'est qu'à ce moment-là, un jour, je pense à ça parce qu'on est sur une plage, un jour, tu veux mourir. Oui, c'était sur la plage, il y avait le spectacle le soir, il était 7 ou 8 heures, et j'étais avec le gars qui conduisait ma voiture, et d'un seul coup, j'ai senti que qu'il y avait une voix en moi qui me disait que j'allais crever, quoi. Qu'il fallait en finir, qu'il n'y avait plus aucune chance. Alors j'étais sur cette plage et je regardais une dernière fois les choses, et je me disais, ce soir, de toute façon, il va falloir que je me suicide. Alors comment? C'était ça la question. Alors j'avais un hôtel, évidemment, c'était en face, et je regardais cet hôtel, je disais, je vais quand même pas faire ça à ces pauvres gens, ça serait minable. Donc je cherchais un endroit pour mourir. Tu parlais de possession tout à l'heure, il y a un côté possession. Mais c'est pour ça que je te dis que je ressentais cette damnation, parce que j'avais diabolique. l'impression que c'était plus moi, quoi, qu'il y avait quelqu'un en moi qui m'obligeait à ça. C'était très bizarre. Est-ce que, je sais pas, tu es catholique? Oui. Dans ces moments-là, tu n'as pas pensé à te retourner vers la religion? Tu n'as pas pensé à aller voir un curé plutôt qu'un psychiatre? Si, je l'ai fait après. Après. Pas à ce moment-là, non. Même non, pas à ce moment-là, c'était définitif. Le diable avait gagné. Le diable avait gagné, oui. À ce moment-là, tu veux tout vendre, tu décides de partir, tu veux tout vendre. Et alors, il y a, je ne sais pas si c'est la légende ou la réalité, mais enfin, c'est une très belle, en tous les cas, c'est une très belle histoire. La veille de ton départ, tu rencontres celle qui est devenue ta deuxième femme, Geneviève. C'est vrai, ça? C'est vrai que c'était la veille de ton départ? Tout à fait. Ça s'est passé comment? J'avais mon billet en poche. Et j'avais vendu mes meubles, j'avais vendu mes royalties à ma maison de disques. J'avais tout bazardé. Tu avais même vendu tes royalties? Oui, j'avais tout vendu. Alors j'ai pris cet argent qui est évidemment, comme tu peux l'imaginer, j'ai vendu mes royalties, je dirais pas pour une bouchée de pain, mais presque. Et puis j'avais mon billet en poche pour partir dans les îles. Et c'était comme ça, quoi. Je lisais la vie de Gauguin en me disant que peut-être j'aurais une chance de vivre quelque chose d'aussi somptueux. C'est incroyable. Et puis la veille, c'est un peu symbolique. Quelques jours avant, j'ai rencontré chez des amis communs une femme qui m'a redonné la force, quoi, parce que elle m'a parlé de mes chansons, alors qu'on m'en parlait plus. Elle m'a parlé de ça, et ça m'a touché. Ça a rallumé une petite flamme en toi qui... Et puis elle était belle, et puis elle me plaisait. Et puis ça fait longtemps maintenant que vous êtes ensemble. Ouais. Alors après, bah oui, tu as commencé, tu t'es dit, maintenant, il faut que je remonte. Tu as touché le fond de la piscine, quoi, tu as donné un petit coup de pied. Absolument. Et puis après, tu t'es dit, il faut que je remonte à la surface. Et là, tu t'es dit, le chemin va être dur, parce que... Et je me suis pas dit que le chemin allait être dur, j'ai pensé qu'il serait plus facile que ce qu'il a été. On ne sait jamais ce qui nous attend. Si on le savait, on ne ferait pas la route. On ne ferait pas la moitié de ce qu'on fait, oui, c'est sûr. Donc je pensais qu'il suffisait simplement de remonter sur scène, d'enregistrer des disques et que tout allait redevenir comme avant. Ça a été plus long que prévu. Mais ça s'est fait. Parce que les maisons de disques, en plus, comme il y a eu tous ces problèmes, ils ne voulaient pas trop investir sur toi aussi. Bah oui, parce que tout le monde se disait ce qui va tenir le coup. Alors donc, on me donnait des studios, on me donnait la possibilité de travailler, mais avec une espèce de méfiance. Alors il fallait qu'à chaque fois, je prouve qu'il était possible de retravailler et que je n'allais pas m'écrouler dans la minute qui suivait. Et aujourd'hui, alors, tu vis comment? Plus simple. Tu vis avec ta femme à quoi, 50 bornes de Paris, c'est ça? Je suis à 30 km de Paris. Avec tes enfants, les siens, un enfant que vous avez fait ensemble, donc tu as quand même maintenant quelque chose de solide autour de toi. Et Dieu merci, j'ai plus besoin de toutes ces choses
extérieur qui nous donne l'impression d'être bien, d'être riche. En plus, là, tu as fait un truc qui a marché, là, J'étais un ange. Oui. Et puis, tu en as profité pour faire un album. Alors, on va en parler de cet album. Donc, c'est un album qui n'est pas un album de musique brésilienne. C'est un album sur le Brésil. Oui, oui. Comment t'es rentré en contact avec le Brésil? Tu n'y es pas allé, en fait? Non plus, non. Comme ça, c'est White. drôle. C'est comme White. C'est comme White, oui. Oui, ça s'est passé comment? Ben, ça s'est passé d'abord, l'idée était de faire un album brésilien, parce que je me retrouvais un peu dans cette musique, dans un album de bossa nova. Au départ, c'était ça. Je devais faire ça avec Lanaro, qui est un de mes qui est un copain d'école à toi, Mick Lanaro, qui qui s'appelle Michel, en fait. Michel, absolument. Et on avait décidé tous les deux de faire un album de bossa nova, parce que j'avais découvert la musique de João Gilberto et de tous les grands chanteurs brésiliens, que je connaissais de façon très superficielle, mais que je n'avais pas approfondi. Et puis d'un seul coup, je me suis mis à écouter ça pour changer un peu. Et je suis tombé amoureux de cette musique-là. Et puis je me suis retrouvé là-dedans. C'est-à-dire que je me suis dit que c'était quelque chose que j'avais envie de chanter, qui me correspondait bien, ma sensibilité. Et dis-moi, quand il y a eu tous ces problèmes, quelle est la chose qui t'a réellement aidé à reprendre le dessus? Sur cette période, effectivement, tout à fait trouble et troublée, quelle est la chose qui t'a vraiment aidé à reprendre le dessus? Ce qui m'a aidé le plus à reprendre le dessus, c'est pas une chose, c'est une femme. Ouais. C'est la mienne. Ouais. Je crois que si elle n'avait pas été là, je pense pas que j'aurais repris le dessus. Ouais. Parce que si j'avais fait ce que j'avais dit que je ferais, c'est-à-dire partir dans les îles vivre, je crois qu'aujourd'hui je serais mort. Ouais. Parce que c'était finalement la perdition assurée. J'avais rien à y faire. Donc c'est ça, c'est l'amour de ma femme. Ouais. Et puis je crois que c'est aussi d'avoir cru au miracle, en fait. Donc, en fait, c'est la foi. Ouais. Parce que j'ai cru au miracle. J'étais dans le 36e dessous, tout le monde disait que j'allais mourir. Et puis, je l'ai pas. J'ai pas cédé à cette tentation. Et je me suis dit que quelque chose arriverait. Et quand on croit, comme un petit bébé, que les choses vont arriver, elles arrivent. Donc, finalement, c'est une femme qui t'avait fait dérailler, et c'est une femme qui t'a remis sur les rails, finalement. Ah ouais. Joli petit chef de gare. Qu'est-ce que vous voulez comme papier, mon permis? Oui, le permis déjà je vais le découper. Hein, il ne reste plus que 4 points. Vous avez 6 points. Vous venez d'empaumer 2. On est d'accord? Oui. On est d'accord? Oui, d'accord. Jamais eu de procès de ma vie. Ah bah ça va être le premier. Non mais vous n'êtes pas encore au procès, vous perdez 1 point, il vous reste 5 points. Attendez, bougez pas, vous avez un poil là. Saloperie. Et là, vous venez de perdre monsieur 2 points. Mais alléluia, il vous en reste 4. D'accord? Ouais, je savais pour ça. Ah bah... il a mordu. Bah oui, ouais, mais on va le choper. Non, c'est mon beau-frère, on le chope pas. Donc, c'est de la famille. Bah oui, c'est le mari de ma sœur. Ah oui, alors lui, il a le doigt. Bah, on va pas allumer la famille, hein. On serait cousins, peut-être je vous mettrais qu'un point, mais là, je vous en mets 2. Ouais, on n'est pas. On n'y peut rien. Bah, je vais faire le procès, le procès verbal, quoi. Vous voulez qu'on s'arrange? Bah, comment s'arranger? Comment faire? Vous me donnez 100 sacs en liquide, on n'en parle plus. Combien? Ouais. Il faut que j'arrose les collègues. Oui, mais nous, on n'a pas d'argent. Ah non. 50? Ah non, rien du tout. Mais dites, j'ai pas d'argent, on n'a pas de papier, on n'a rien. Je rien. donne mes papiers, vous m'envoyez le machin, d'abord j'ai pas d'argent sur moi. J'ai bien dit ça, comment? Ah non, je dis pas. 100 000 francs? 100 000? Non. Qu'est-ce que vous avez? Je sais pas, moi, vous avez pas un truc pour mes gosses? Ah non. Tiens, le parasol, allez, je prends le parasol, on n'en parle plus. Le parasol? Ah bah ouais, pour 2 points, ça vaut le coup. Ah bah oui, si. Allez, hop. Si vous voulez. Ah non. Parasol. Hein, ça vaut le coup? Bah oui. Pas un mot, hein, parce que je pourrais me faire virer de la police hein, pour ça. Oui, bah d'accord, c'est gentil. Rien. Voilà, c'est gentil. gentil. Vous êtes gentil. Voilà. Il est bien, il tient bien au moins? Bah, nous, on s'en sert bien. Bon, bah c'est super alors. Vous êtes content? Oui, ça va. Bon. Et vous, monsieur? Hein? Je comprends pas ça. Oui. Pourquoi? Si, ça fait rien. Il comprend pas? Non, je comprends pas ce truc-là. Il n'a pas compris. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Le parasol. Mais monsieur, ça va vous préférez préférez le parasol? Bah oui, vous préférez pas avoir de permis. Bah regardez non, dans la grange, j'ai une roue de secours, un canot pneumatique, 2 draps de bain. J'ai fait une bonne journée aujourd'hui. Hein. Oui, Et après le week-end, j'ai sur la plage avec mes gosses. Oui, bah c'est bien. Allez, ça va. Et après, je ferai du top bed.
beaucoup plus chic que les campagnes de pub de la RATP, Neil Rogers et Bernard Edwards, les deux producteurs les plus funky de toute la Terre, sont de retour avec un des groupes légendaires de la dance music. Tel choc, c'est Chic et Chic Mystique. Voyez-vous, Jackie, le problème de la danse, c'est que ça donne soif. Le balancement d'un corps sur des rythmes atoniques est-il propice à engendrer les émulsions de l'esprit? Je vous la mets de côté, monsieur. Vous étiez où avant, Jackie? J'étais, monsieur. Et c'est déjà beaucoup. Alors, André, les livres de la semaine. Eh bien, Thierry, je viens de lire un livre. Eh bien, si tu n'as qu'un livre à lire cet été, qu'un roman, lis celui-là. C'est de Luis Sepulveda, un écrivain chilien, excellemment traduit de l'espagnol par François Maspero. Et ça s'appelle Le vieux qui lisait des romans d'amour. Et c'est un livre, c'est un petit joyau. C'est pas un grand livre, ça fait 180 pages, mais c'est un petit joyau. Pourquoi? Je vais te dire d'abord comment ça commencerait avec la première scène, on voit. C'est dans un petit village d'Amazonie complètement perdu, dans l'Orénoque, je sais pas où, comme ça. Les mecs viennent se faire arracher les dents. Évidemment, le type qui arrache les dents, il arrache les dents comme ça, tu vois, sans rien. Et les mecs hurlent. Et le médecin dit, tais-toi, connard, tais-toi, connard. Si t'as mal, c'est à cause du gouvernement. Alors, tu dis, mais qu'est-ce que ça va voir avec le gouvernement? Et n'importe quoi, c'est toujours le gouvernement. Si t'as mal aux dents, c'est à cause du gouvernement. Tu es tout de suite plongé dans un univers de violence, de moiteur, de cette Amazonie. Cette Amazonie dont on a tant parlé à Rio. Et ce livre est le plus beau portrait de l'Amazonie, de la culture amazonienne qui se puisse concevoir. Il voit à quel point, si tu veux, c'est un vieux comme ça, qui chasse l'oslo, si tu veux, qui chasse les bêtes fauves. Alors des Américains viennent, tu sais, pour massacrer tout ça, il explique et il montre à quel point il y a une vraie culture. Et le type apprend à lire, Paul et Virginie, des grands romans d'amour. Et il dit à un moment donné, c'est formidable, il dit, et le type embrassa la femme sur la bouche violemment. Il dit, c'est bien que le romancier nous dise ça, parce que ça prouve que c'est pas des gens bien. Parce qu'embrasser violemment, moi je sais pas ce que c'est. Chez nous, on n'embrasse pas sur la bouche. C'est chez les Indiens Jivaro, parce qu'il vit chez les Jivaro. Et tu as cette extraordinaire culture amazonienne, et c'est un chant d'amour à la forêt, aux animaux, et à quelque chose qui ne veut pas mourir, à l'heure où on parle justement de déforestation. À aucun moment il n'est question d'écologie, mais ce roman est un très grand chef-d'œuvre littéraire, et en même temps il montre que dans ces pays-là, dit forêt vierge, il y a une culture qui n'est pas vierge du tout. Donc il faut lire vraiment Le vieux qui aimait les romans d'amour, plaisir pur. Et l'autre plaisir aussi, c'est un roman de Robert Solé, qui est journaliste au Monde, et qui a écrit Le Tarbouche. Et Le Tarbouche, c'est une fresque de l'Égypte, de la guerre de 14-18 jusqu'à Abdel Nasser et les colonels. Et c'est formidable, c'est cette espèce d'Égypte cosmopolite. Tu sais, franco, libano, syro, anglo, cette
extraordinaire polyvalence des cultures qui s'exerce avec les Français qui viennent, le type qui récite, il y a le Khedive qui arrive, et qu'est-ce que le Khedive demande à lire? Une fable de La Fontaine. Et les petits élèves de l'Académie du Caire sont là, et récitent, la boire ayant chanté tout, tu sais, la cigale ayant chanté tout l'été, etc. Et c'est complètement touchant parce qu'il montre à la fois ce pays qui est à la fois totalement arabe, totalement occidental, et puis il parle des tarbouches. Tu sais, le tarbouche, c'est une espèce de... Voilà, ce truc rouge avec ce fez, comme ça. Et il explique que son arrière-grand-père, en fait, c'est un roman, je crois, assez autobiographique, était le plus grand fabricant de tarbouches d'Égypte. Et il disait, quand Nasser arrive, il dit, tu vois, l'Égypte est foutue. Il dit, pourquoi? Il dit, c'est la première fois que tu as un chef d'État qui ne porte plus de tarbouche. Les généraux ne portent pas le tarbouche. Il dit, mais c'est très bien, c'est la modernité. Ah non, mon fils. C'est très très mauvais. L'Égypte sans tarbouche, ce n'est plus l'Égypte, c'est autre chose. Et c'est l'humour, c'est la nourriture, tu sais, égyptienne, c'est la musique. Ça sent vraiment cette espèce d'Orient chaleureux, formidable. Et c'est merveilleusement écrit par Robert Solé, qui lui-même, je crois, est né au Caire, et qui écrit le français, et qui montre que la langue française, et encore une fois, on l'a déjà dit, mais nous ne le répéterons jamais assez, l'apanage du monde entier. Alors il faut lire Le Tarbouche de Robert Solé. Merci André, à la semaine prochaine. Bonsoir, merci d'avoir passé cette soirée avec nous au bar de la plage. Prochaine ouverture samedi prochain. Salut bande de nazes. Quando sei marea dolore, quando sei che mal d'amore, quando sei marea supera, quando sei marea dolore, quando sei marea dolore, quando sei che mal d'amore, quando sei marea supera, quando sei marea dolore. Baila, 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 baila me. Questa rumba sta gitana, io timbre cantare, però io timbre cantare, però io timbre cantare. Questa rumba sta gitana, io timbre cantarei. Che solo vive innamorato, che solo vive innamorato, innamorato di sta gitana, innamorato di sta gitana. Baila, 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 baila. Au Grand Jeu Philips, bar de la plage, la question était: à quel festival pop a assisté Michel Delpech? Et la réponse: au festival pop d'Amougy. Vous avez gagné le téléviseur Philips Model Book, écran de 36 cm, mise en veille automatique et programmable. Bravo! Antenne 2 et Philips vous ont présenté Le Bar de la Plage, l'émission d'été de Thierry Ardisson. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.